On va attaquer la deuxième table ronde pour laquelle je vais appeler Stéphanie Peigné-Couder, la directrice territoriale adjointe de VNF, Franck Chauveau, le directeur du développement des grands projets Île-de-France pour EDF, et c'est de l'autre côté de ma feuille, Jean-Luc Giraud, le délégué régional d'Orange pour Paris et l'Île-de-France-Ouest, et sa collègue pour l'Île-de-France Sud-Est, Karel Mboba Kouaté. Merci. Donc l'idée, c'est de continuer notre discussion sur donc les berges et sur la Seine et sur ce qui a pu se passer dans le cadre des Jeux Olympiques. On va commencer avec vous, Stéphanie Peigné-Couder, puisque VNF a été largement sollicité dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Pour commencer, on peut peut-être parler du projet du bras secondaire de la Seine au niveau de l'île Saint-Denis, où il a fallu un peu être créatif pour pouvoir continuer à faire passer les bateaux. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour rappeler, les JO en fait sont autour de la Seine, autour de l'eau, puisque 2/3 des sites olympiques sont bord à voie d'eau. Et dans ce panorama, dans ce paysage, Voies navigables de France, sa mission, c'est de gérer les voies navigables, et notamment la Seine. Voilà, et donc, j'allais dire par construction, VNF, au même titre qu'Aropaport, s'est retrouvé au cœur d'une partie des sujets liés aux JO. Alors, effectivement, un des premiers sujets dans lesquels on s'est retrouvé en tant que gestionnaire de voies navigables, c'est le sujet du bras de Gennevilliers. Alors, dit comme ça ne doit pas vous parler beaucoup. Au niveau de Gennevilliers, donc autour de l'île Saint-Denis, la Seine se partage en deux bras. Il y a un bras principal qui voit s'écouler le trafic habituel, des convois jusqu'à 5000 tonnes et 185 mètres de long. Et puis, il y a aussi un bras dit secondaire, côté rive gauche, qui est beaucoup plus étroit, beaucoup moins profond, dans lequel on trouve de la navigation, notamment des chantiers navals. Il y a aussi une usine Panzani à l'amont de ce bras, mais qui est assez peu navigué et qui n'est pas emprunté par tous les convois qu'on voit passer dans le bras principal. Or, je parlais des sites bord à voie d'eau, le village olympique est implanté à cet endroit-là, de part et d'autre de la Seine et de part et d'autre du Grand Bras. Et dès 2017-2018, pour des raisons de sécurité, quand il a été validé que le village serait à cet endroit-là, il a aussi été décidé de couper la navigation pour des raisons évidentes de sécurité, pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, c'est-à-dire pendant 10 semaines. Or, pendant 10 semaines, à cet endroit-là, il y a 2 millions de tonnes qui transitent tous les ans. 50 bateaux par jour, des céréales, des BTP, enfin vraiment, c'est l'autoroute du fluvial. Donc vous imaginez, couper l'autoroute du fluvial pendant 10 semaines, c'était inconcevable. Donc il a fallu trouver une solution. Et pour cette solution, on a fait appel à Voies navigables de France pour recréer un ouvrage, enfin un bras dimensionnant, on va dire, pouvant accueillir, alors pas tous les convois, mais la plupart des convois côté bras secondaire. Je ne dis pas tous les convois parce qu'on pourra accueillir dans ce bras des convois jusqu'à 125 mètres de long, 3500 tonnes, ce qui veut dire qu'en fait les très grands convois dont je parlais, ils vont devoir découpler, c'est-à-dire ils seront constitués de 2 barges et il faudra qu'ils laissent une barge à l'entrée qui fasse un premier passage avec une barge qui revienne chercher l'autre. Mais ça va permettre de ne pas interrompre la navigation. Alors certes, ça va créer des contraintes puisque les convois seront obligés, comme je disais, de découpler. Ils ne pourront pas passer dans les deux sens. Il y aura un alternat sur 8 km. Enfin, sur 5 km, en l'occurrence, le bras il fait 8 km, mais l'alternat sera sur 5. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, VNF s'est retrouvé, alors vous ne l'avez sans doute pas en tête, mais vous retiendrez peut-être l'anecdote, maître d'ouvrage d'un ouvrage olympique. Puisque oui, le bras secondaire de la Seine est un ouvrage olympique. Et par conséquent, ces travaux-là sont financés par la Solidéo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques. Ça, c'est ce qui va se passer pendant les Jeux. Est-ce qu'on est sur la table ronde sur l'héritage, du coup, qu'est-ce qui va rester en héritage de ces travaux sur ce bras secondaire ? Déjà, les aménagements qu'on aura réalisés, puisqu'on retrouve un gabarit de navigation plus important, avec plus de 4 mètres de profondeur. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi, le long de ce bras, on a énormément de bateaux stationnaires, de toutes sortes, plutôt des bateaux logements, mais aussi beaucoup de bateaux abandonnés. Et ces bateaux stationnaires, on en comptait 65 quand on est venu demander à VNF de faire ces travaux. Et sur ces 65 bateaux, il y en avait la moitié qui étaient en situation irrégulière.
beaucoup d'épaves, qui évidemment, d'un point de vue qualitatif, faisaient que ce bras-là voilà, n'était pas, par certains endroits, très beau à voir ni très beau à vivre. Et c'est là que le lien avec les communes et les collectivités se fait, puisque pour faire passer des bateaux de forte capacité dans ce bras secondaire, il fallait en fait, je vais dire, dégager une partie de ces bateaux qui étaient en situation irrégulière, régulariser d'autres, et puis de toute façon n'avoir qu'une seule rangée de bateaux. Donc il y a des bateaux en situation régulière dans ce bras qui sont à couple en temps normal, qui vont devoir être déplacés le temps des jeux, qui ensuite pourront retrouver leur place. Mais donc il y a eu tout un travail qui est encore en cours de régularisation, de déchirage d'épaves abandonnées, qui fait qu'aussi ce bras, il va retrouver de la qualité, j'allais dire paysagère, environnementale. On est en plus en lisière sur toute une partie de ce bras d'une zone Natura 2000, côté île Saint-Denis. Donc on retrouve de la qualité de vie, et puis demain, c'est un bras qui pourra être, j'allais dire, davantage navigué, qui pourra accueillir des activités nautiques. Donc il y a tout un partenariat à construire aussi avec les communes en héritage sur le devenir de ce bras. Merci. On va rester sur le site du village olympique avec Franck Chauveau, puisque EDF est intervenu sur ce site, notamment pour l'équiper en panneaux solaires. Vous allez nous expliquer un peu ce que vous avez fait, et il y a un lien avec la Seine, puisque vous avez aussi équipé la Seine de panneaux solaires, en fait. Tout à fait. Donc effectivement, bonjour à tous. EDF est partenaire premium de Paris 2024 depuis 2019, et nous avons du coup une responsabilité extrêmement grande pour accompagner donc Paris 2024 dans son souhait d'éliminer les énergies fossiles et peut-être diviser par deux, c'est l'objectif, les émissions de gaz à effet de serre pour ces épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc pour ça, il faut activer tout un tas d'éléments et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc on est effectivement présent sur le village des athlètes, mais pas que. On est aussi présent sur le centre aquatique olympique, qui n'est pas très loin de la Seine, juste à côté du Stade de France. Donc c'est un des rares bâtiments construits pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il est très remarquable. Il y a beaucoup d'éléments en bois à l'intérieur, donc ce qui fait qu'on a une structure qui est très peu carbonée. On a le toit qui est incurvé aussi, ce qui permet de diminuer la surface le volume du bâtiment, et du coup de diminuer le volume à chauffer. Donc on fait beaucoup d'économies d'énergie grâce à ça. Et c'est notre filiale Dalkia qui a eu l'idée d'inclure ces éléments-là à l'intérieur de cet ouvrage, avec sur un plan énergétique beaucoup de récupération de chaleur sur l'air extrait, sur le renouvellement d'eau, de manière à ce que ce soit un bâtiment extrêmement remarquable. Et sur la toiture, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une magnifique canopée solaire. On a EDF ENR, notre filiale, qui a posé 4600 m² de panneaux cet été, donc voilà, pour que ce soit prêt à délivrer cet ouvrage à partir du premier semestre 2024, et puis couvrir 20% des besoins d'électricité du site. Voilà, et vous parliez du village, mais effectivement, on travaille sur le village alors sur deux facettes. La première, c'est effectivement l'héritage. C'est aussi l'objectif de ce colloque, c'est de regarder ce qui va rester après les Jeux. Donc le village des athlètes, c'est la construction d'un vrai quartier. Il y a plus de 2000 logements répartis sur 3 communes, avec en héritage un fonctionnement qui sera extrêmement vertueux, puisqu'on aura du commerce en pied d'immeuble, on aura tout un tas d'éléments, notamment la végétalisation des noues, qui permettra d'apporter un confort d'été. On a 170 000 m² aussi de bureaux, qui permettra aux personnes de travailler sur place, donc éviter de se déplacer et du coup avoir un quartier qui vit bien. Et donc sur ce quartier, on a mis en place énormément de structures solaires pour couvrir là aussi 20% des besoins du quartier en héritage, ce qui fait que les habitants futurs pourront bénéficier de cette production d'électricité, soit directement pour éliminer les consommations des communs. Ce qu'on appelle les communs, c'est la consommation d'électricité liée à l'éclairage des parkings, aux ascenseurs, etc. Mais sur quelques bâtiments, on a mis en place aussi de l'autoconsommation collective, ce qui fait que chaque habitant va pouvoir voir sur sa facture une diminution en euros, en prorata de la production solaire photovoltaïque en toiture. Donc c'est des choses extrêmement importantes qu'on va développer.
Voilà. Et puis pendant les Jeux, on va mettre en place 2 systèmes très innovants et assez remarquables. Le premier, c'est une installation solaire sur la gare routière des athlètes qui va permettre de produire de l'électricité pendant que les athlètes pourront s'abriter soit de la chaleur, soit de la pluie ou des orages pendant cet été 2024. Et on va mettre en place sur cette structure provisoire, qui sera réutilisée après les Jeux bien entendu, une peau solaire avec du solaire souple, donc c'est d'une solaire de nouvelle technologie qui permet de produire de l'électricité avec simplement une petite membrane qui peut se replier tout simplement comme de la moquette et qui a un rendement maintenant excellent. On s'approche des panneaux classiques et donc on va avoir une puissance ici de 110 kW crête pour ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets et qui va permettre d'alimenter une partie des installations de Paris 2024 pendant les Jeux. Donc on vient en autoconsommation diminuer la consommation d'électricité de Paris 2024 qui va être supérieure à ce qu'elle sera en héritage. Voilà, et on est au plein cœur du sujet de la Seine avec cette image, puisque ça a été évoqué tout à l'heure par Stéphanie. VNF va draguer le bras de Seine de l'autre côté de l'île Saint-Denis. Donc la navigation sera arrêtée sur la Seine au droit du village. Et on s'est dit, mais utilisons cet espace disponible pour produire de l'électricité. Et donc on a mis en place un projet qui n'a pas été simple à mener, on y travaille depuis 1 an et demi, pour mettre en place un ponton sur lequel il y aura un container, et dans ce container, il y aura une installation solaire repliée, qui est démontable, et qui peut donc s'installer en une journée. On peut avoir une installation comme ça, celle-là va faire 74 kW crête, donc une belle installation, pour là aussi, en autoconsommation, alimenter les structures provisoires de Paris 2024 qui seront sur la place des athlètes, puisque là, on est au droit de la place des athlètes, lieu de rencontre entre les journalistes et les athlètes. Donc là aussi, on est sur une opération d'autoconsommation de la technologie française pour les deux approches. Merci. En termes de déploiement technologique, Orange va avoir aussi fort à faire, puisque vous êtes opérateur exclusif de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Luc Giraud, un peu ce que ça représente, puisque ça concerne un nombre d'équipements assez important? Oui, alors les chiffres tout de suite font très très peur. Donc on a la chance d'être l'opérateur exclusif pour ces Jeux Olympiques à Paris. Il faut se rendre compte que sur les précédents Jeux, par exemple à Tokyo, il y avait 5 opérateurs. Donc on va faire le travail de 5 opérateurs en un seul, ce qui va nous permettre de faire des gains en termes d'empreinte carbone, mais c'est quand même un challenge terrible parce que tout repose sur nous. Alors quand on dit qu'on est l'opérateur exclusif, qu'est-ce que ça représente? Si vous prenez la Coupe du Monde qui a eu lieu là, les Jeux Olympiques, pour nous, c'est 32 fois la Coupe du Monde sur un mois. C'est plus de 400 000 kilomètres de fibres qui vont être tirés de manière que toutes les infrastructures marchent. Vous connaissez les sites, il y a à peu près plus de 120 sites de compétition ou non de compétition. Et tous ces sites, on doit installer des couvertures télécom. On doit également faire la jonction entre ces sites. Donc vous avez des réseaux locaux, vous avez des réseaux entre ces sites. Le tout doit être sécurisé, redondant pour éviter les problèmes. Donc c'est vraiment un chantier pharaonique. Nous on appelle ça l'Himalaya des télécoms et on espère bien arriver à planter notre drapeau orange au sommet, mais c'est quand même quelque chose de considérable. Quand on parle télécom, ce n'est pas toujours compréhensible pour tout le monde qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez effectivement ce que vous connaissez quand vous arrivez dans un stade. Donc vous prenez le Stade de France, c'est 80 000 personnes, vous dites voilà, dans les gradins, il faut qu'on ait un réseau. Oui, mais vous avez aussi les photographes qui sont autour, qui prennent des photos et qui envoient ça directement en data pour leurs journaux. Puis vous avez les captations TV qui sont là, qui passent aussi par la fibre et qu'il faut que ça passe le plus rapidement possible. Et puis vous avez les écrans qui remettent en temps réel les images, voire le plus rapide possible pour pas qu'il y ait de désynchronisation entre l'événement que vous pouvez voir et sur le terrain et celui que vous pouvez voir sur les écrans. Vous avez également tout ce qui est scoring. Donc dans le cadre de la Coupe du Monde, ça va, les chiffres, on arrive à suivre entre des essais, mais dès qu'on rentre sur l'athlétisme, c'est tout de suite des performances qu'il faut avoir et qui doivent être multisites. Donc tout ça, à chaque fois, c'est des réseaux qui sont différents, c'est des réseaux qui sont dédiés et qui sont supervisés pour pouvoir apporter cette performance. Il y a des innovations, on fait beaucoup d'innovations dans le cadre des Jeux Olympiques. Par exemple, quand je parlais de la captation, ça va être de la captation 5G, c'est-à-dire plus de fil, la caméra marchera directement et on verra ça au centre de presse. Donc
Il y a un centre de presse aussi qu'il faut assurer avec toute la connectivité. Vous imaginez quand vous avez 300 journalistes, tous ceux qui vous demandent comme besoin de connectivité. Vous avez aussi les gens qui travaillent, qui organisent ces Jeux Olympiques. Ils ont besoin d'un réseau de téléphonie, de communication, à la fois data, images, qui leur est dédié. Parce que sinon, ça risque, donc il a priorisé. Puis vous avez aussi les forces de l'ordre. Pour les forces de l'ordre, on fait une première aussi. Ils avaient des talkie-walkie avant. Là, ils vont passer avec des téléphones qui ont une apps qui leur permet de faire talkie-walkie et qui leur offre à la fois talkie-walkie comme ils l'utilisent d'habitude, mais aussi pour des images et pour de la data. Donc, et ça, il faut que ça soit sécurisé et priorisé, parce que je pense que les forces de l'ordre doivent être prioritaires, vous en doutez bien, sur ce genre de choses. Donc tous ces points-là, c'est des points qu'on fait, et puis entre chaque site, il faut pouvoir faire la jonction entre tout ça. Voilà ce que fait Orange, et voilà l'enjeu qu'a Orange aujourd'hui. Et on le fait effectivement avec une volonté de pérennité, et puis surtout qu'on fait en termes de durabilité, on se sent responsable sur le sujet. Donc on essaie de le faire avec l'empreinte carbone la plus faible possible. On s'est fixé comme objectif qu'on souhaite atteindre de faire ces jeux pour une empreinte inférieure à 10 000 tonnes d'équivalent CO2. Et pour pouvoir le suivre, on a pris le cabinet Carbone 4, que je pense que vous connaissez tous, qui va nous faire avec précision toute la mesure de notre empreinte carbone, de manière qu'on serve de référent pour les prochains Jeux Olympiques. Donc ça sera aussi une première mondiale de le faire. Et le premier point sur lequel on a pu le faire, c'est là où le fleuve intervient, c'est que dans l'empreinte carbone, ce qui coûte plus cher, c'est la fabrication des équipements et leur acheminement. Et donc aujourd'hui, dans nos contrats en logistique en amont, on a fait des choses avec vigilance pour que ça soit plutôt pas trop loin en termes de fabricants et que l'approvisionnement se fasse par voie maritime. Merci. On va continuer à parler technologie avec vous, Stéphanie Peigné-Couder. Vous avez parlé tout à l'heure peut-être d'un métier un peu plus, d'un métier un peu plus traditionnel de VNF. Là, on va passer sur quelque chose de plus innovant. Vous avez travaillé pour les Jeux Olympiques sur des bateaux autonomes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est en préparation et puis en quoi ça pourrait être aussi utile donc après les Jeux, notamment pour des sujets de logistique? Alors oui, effectivement. Les jeux sont un formidable accélérateur et démonstrateur. C'est vrai dans tout un tas de secteurs, c'est ce que vous venez de dire, messieurs. C'est vrai aussi pour le fluvial et c'est une opportunité inédite, c'est incroyable de démontrer tous les atouts du fluvial. Et je remercie d'ailleurs l'adjoint au maire de Port-Marly tout à l'heure d'avoir parlé de mode de transport du futur parce qu'effectivement, on en est aussi convaincu, évidemment. Pour parler d'un des exemples d'innovation, parce que je pourrais aussi vous parler du verdissement, de la décarbonation de la flotte fluviale, mais voilà, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, donc on va effectivement parler bateau autonome. La problématique est la suivante. Vous savez que le réseau fluvial est organisé en deux grands types de réseaux. On parle du grand gabarit, là où on trouve des grands convois dont je parlais tout à l'heure, et puis le petit gabarit où on est plutôt sur des petits convois, enfin des petits bateaux de moins de 40 mètres de long et qui transportent pas plus de 400 tonnes. Il y a un réseau petit gabarit qui est très développé en France, historiquement, qui s'est développé au moment du développement industriel au XVIIIe, XIXe siècle, même avant. Aujourd'hui, c'est un réseau qui n'est plus tellement utilisé pour le transport de fret, encore qu'on en trouve encore, et qui est plutôt utilisé pour du tourisme. Et aujourd'hui, les bateaux qui font encore du fret sur ce réseau-là, quand bien même il y a des besoins de transport, ça peut être effectivement des céréales, du BTP, des colis lourds, enfin, on a encore du fret qui disparaît néanmoins. En fait, c'est une cale, on parle de la cale pour parler des types de bateaux qui disparaît parce que les navigants eux-mêmes, quand les navigants d'aujourd'hui, quand ils arrivent en retraite, en fait, ils ne trouvent pas de repreneur sur ce type de bateau. Un jeune qui s'installe aujourd'hui, il s'installe sur un bateau qui va faire au moins 80 mètres de long, 110 mètres de long, des petits bateaux qu'on appelle fressinés, voilà, sont en train de disparaître en fait pour un usage de fret. Et on est néanmoins convaincu à Voies navigables de France que c'est un réseau, alors peut-être pas partout en France, mais en tout cas, aujourd'hui, là où on a encore du fret, c'est bien qu'il y a encore des besoins de fret. Et ce serait dommage que parce que la cale disparaisse, le fret disparaisse et qu'il soit reporté sur le routier. Et on pense qu'une manière d'aborder le sujet, c'est justement l'autonomisation des bateaux. L'autonomisation, ça veut dire un bateau sans pilote. Ou alors, autrement dit, un pilote qui pourrait conduire à distance plusieurs bateaux. Et là, en fait, on retrouve de la compétitivité. Parce que ce qui coûte cher, en fait, c'est la main-d'œuvre. C'est le conducteur et puis l'équipage. Et on pense que l'avenir du fret, en tout cas, une piste d'avenir pour le fret sur le petit gabarit, c'est le bateau autonome.
Sauf que dans le fluvial, qui est un petit secteur malgré tout par rapport à d'autres, il y a assez peu d'innovation parce qu'il y a peu de capacité de R&D, il y a peu de capacité à porter la R&D. Et en fait, on s'est dit à Voies navigables de France, et en partenariat avec l'Agence pour l'innovation des transports, qui est rattachée au ministère des Transports, que finalement les JO, c'était une manière de faire venir de l'innovation sur le fluvial, d'utiliser les JO comme un accélérateur et un démonstrateur justement. Et on a lancé un appel à projet pour, à l'occasion des JO, faire des démonstrateurs de bateaux autonomes, alors décarbonés déjà, zéro émission, et pour le transport de passagers. Parce que pour les JO, l'usage, il était plutôt d'abord de transporter des passagers d'une rive à l'autre. La thématique du transport de passagers était plus adaptée aux JO, mais néanmoins, en ligne de mire, en arrière-plan, on a le fret. Et en fait, on espère réussir parce qu'il y a eu un appel à projet avec plusieurs lauréats que VNF accompagne. Et sur ces lauréats, on espère bien qu'il y en ait 2 qui aboutissent très concrètement à l'occasion des JO et avec des vrais projets de démonstrateurs. Alors je ne révèle pas parce que ce n'est pas encore complètement abouti, mais en tout cas, voilà, d'ailleurs partout en France, pas que à Paris, parce qu'il y en aura un sur Bordeaux. Voilà, on espère que en tout cas, la technologie qui sera apportée là pour du transport de passagers peut tout à fait être utilisée ensuite demain sur un bateau de transport de fret. Et voilà, c'était une manière de faire venir de l'innovation sur le fluvial. Merci. Pour décarboner les transports, il faudra aussi décarboner les transports, les véhicules routiers. Franck Chauveau, EDF va déployer un certain nombre de bornes électriques pour les Jeux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement ce qui va se passer, puisque ce que deviendront ces bornes après les Jeux? Tout à fait. Alors, pareil, pour effectivement décarboner ces Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut décarboner la flotte officielle de véhicules. Donc il y a beaucoup de véhicules qui vont être utilisés pendant les Jeux, et on a plus de 1000 véhicules électriques, par exemple, à recharger tous les soirs. Donc ces véhicules seront stockés sur 3 sites, proche de Porte-Maillot, proche du village des athlètes, et puis au Bourget pour le village des médias. Et le challenge pour nous, que l'on a relevé, c'est d'installer à chaque fois 200 à 300 bornes de recharge provisoires sur ces sites, donc avec une alimentation bien sûr haute tension, un poste de transformation, et puis toutes les bornes qui vont avec pour que la puissance soit bien là. Le tout provisoire, parce qu'on s'installe plutôt sur des stades ou des choses qui vont être ensuite démontées. Mais comme EDF est engagé sur une électrification à 100% de son parc de véhicules avant 2030, donc c'est le projet EV100, eh bien, on installe à peu près 2000 bornes sur nos propres sites par an. Donc on va racheter en fait ces bornes en héritage et qui seront réinstallées ensuite sur nos propres sites. Donc c'est du gagnant-gagnant. Paris 2024 bénéficie d'installations peu chères parce qu'on va partager le prix des bornes. On peut du coup éliminer le diesel et l'essence qui auraient été consommés dans ces véhicules et puis réutiliser ces bornes en héritage sur nos propres sites. Merci. Jean-Luc Giraud, tout à l'heure, vous nous avez parlé des équipements déployés par Orange. Maintenant, on va céder la parole à votre collègue, Karel Bobakwate, qui est donc délégué régional pour Île-de-France Sud-Est. Donc vous couvrez à vous deux l'ensemble de la région. Et pour nous dire un petit peu que deviendront du coup les équipements déployés à cette occasion, et aussi vous me disiez qu'il y avait également un héritage en fait en termes de compétences à l'issue de cet événement. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai que dans le cadre de notre partenariat premium, comme l'a expliqué Jean-Louis Giraud, nous avons donc une responsabilité très très forte sur le réseau qu'on va déployer. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les infrastructures qu'on va déployer, que ce soit les infrastructures de backbone ou les infrastructures filaires, elles vont rester pérennes. Donc, ce que ça va traduire concrètement, c'est notamment pour améliorer les capacités sur notamment le Stade de France, le village des athlètes. On va donc augmenter de manière assez conséquente les débits dans le cœur du réseau Orange, ce qui veut dire qu'à l'avenir, dans les zones qui seront concernées, donc c'est essentiellement en majeure partie sur la Seine-Saint-Denis, on aura une qualité de réseau qui sera bien meilleure puisqu'on aura augmenté justement notre capacité de backbone
dans ce contexte-là. Deuxièmement, sur toute la partie couverture, donc à l'intérieur des 13 sites concernés, dont la fameuse couverture indoor qui permet d'avoir une expérience spectateur enrichie, ou même en couverture outdoor, notamment la 5G, tous ces équipements aussi resteront de manière pérenne. Je rappelle, comme l'a dit M. DDF, le village des athlètes va se transformer en bureau. Donc demain, il faudra donc que les infrastructures soient mises en place, qu'elles puissent être optimisées dans les meilleurs délais. Et donc ça veut dire qu'il ne faudra pas déconstruire avant de reconstruire. Donc voilà aussi un troisième cas concret. Et enfin, vous l'avez dit, les jeux représentent pour Orange une formidable aventure humaine. Ce sont des compétences, près de 2000 collaborateurs qui sont engagés dans ce défi technologique. Et les compétences qu'il faudra donc, qui ont été testées pendant la Coupe du monde du rugby et qui vont donc être déployées pendant les Jeux, celles-là vont être des compétences qui vont servir à la fois pour nous, Orange, mais aussi pour d'autres clients, notamment dans le cadre du Tour de France, ou même pour d'autres opportunités qui vont se développer dans un second temps. Donc, il y a cette notion de pérennité en disant on laisse les choses sur place. Il y a la deuxième notion de pérennité dans les compétences majeures développées autour de l'intelligence artificielle, la cyberdéfense aussi. Hein. On sait que la France, de par des Jeux, va être la cible de cyberattaques. Donc, tout ça, ce sont des compétences que nous sommes en train de développer. Et enfin, il y a quand même des choses qui sont de l'actualité ponctuelle. Par exemple, dans le cadre de Fan Zone, on va mettre en place des équipements mobiles, donc qui n'auront plus, entre guillemets, d'utilité après l'événement. Donc, pour ce type de structure, on a prévu avec nos fournisseurs de pouvoir les réemployer. Donc, soit eux, ils les reprennent, soit nous pouvons les reprendre pour nous-mêmes Orange, parce que nous-mêmes, nous faisons un certain nombre d'événements, ou encore les proposer à nos clients. Voilà, donc c'est vraiment une boucle vertueuse qui reste soit sur site et donc améliore dans le long terme le confort des habitants, des collectivités, soit vont être réemployés justement pour limiter l'impact carbone. C'est en ça que l'héritage, en tout cas pour Orange, a un vrai impact côté durabilité. Merci à vous pour votre participation à cette table ronde. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets parce que finalement il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels vous intervenez. Mais en tout cas, merci à vous d'être venu, d'avoir présenté tout ça.